Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Madame, Monsieur la Société, bonjour tout le monde. Mais il voudrait quand même signaler la présence de Madame Infante Nathalie, qui est là, qui représente le préfet et qui prendra la parole. Dans ce temps un peu incertain, on ne sait plus on est en réserve électorale ou pas de ce côté-là, mais en tout cas, elle connaît bien mon conseil consultatif, donc particulièrement le CCE, puisque c'est elle qui suit le renouvellement du CCE. Hein. Voilà. Madame Patricia Profil, qui représente la région, et c'est vrai qu'elle est dans le sport et la région, le sport et la culture dans le domaine régional, mais elle est très curieuse. Elle s'intéresse à tout, et donc je pense qu'elle va faire un beau discours tout à l'heure aussi, comme Madame Infante. Et il y a d'autres qui n'ont pas pu venir, et puis d'autres qui n'ont pas souhaité venir aussi dans cette manifestation, parce que nous avons fait une invitation assez large, mais pour les raisons qui leur appartiennent, ils ne sont pas là. Ce n'est pas un vrai problème, puisque nous démarrons en espérant qu'ils vont prendre le train en marche un jour ou l'autre. Dans mon intervention, rapidement, c'était de vous dire 2 mots sur l'histoire du CCE avec ce qu'on appelait à l'époque l'audiovisuel. Dans la création de ces conseils consultatifs, et particulièrement le CCE, il y avait une mission, et il y a toujours, écrit au milieu des années 80, qui dit que le CCE doit fournir un rapport audiovisuel tous les ans. Un rapport audiovisuel tous les ans. On parlait de l'audiovisuel pour parler de la télé, principalement, et des radios. Voilà le monde qu'on voyait comme le monde des médias les plus influents, les plus répandus à La Réunion. C'était ça la vraie mission. Mais aujourd'hui, cette mission n'est plus la même. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, à titre d'information, qu'a fait le CCE à sa création en 1984? Je disais à sa directrice, je salue la présence ici, plutôt les membres du CCE, pas forcément au nom du CCE, allaient crier un peu sur les grilles de RFO, là-bas, Barachois, pour réclamer un peu plus de liberté, pour pouvoir prendre la parole. La relation, c'était ça, pendant le premier mandat de 84 à 90. Et ils réclamaient beaucoup de choses, ils ont créé des associations, etc. Voilà le conflit qu'il y avait à l'époque. Et je peux affirmer, ça a bien changé de ce côté-là. Ça a changé pourquoi? C'est parce qu'on a organisé, et Gora Patel est là pour confirmer les choses un peu, ce qu'on appelle l'Université de la communication de l'océan Indien. J'ai dit et je redis devant tout le monde, il est hors de question de refaire l'UQUA. C'est pas possible. C'est passé, c'est un autre temps avec d'autres objectifs. On ne revient pas sur quelque chose qui a déjà disparu. Pour moi, c'est comme ça. Il y en a qui renouvellent les premiers ministres, mais donc c'est pas notre cas. On fera pas ça. Et donc, figurez-vous qu'on a pris 14 ans. Je dis bien 14 ans parce que dans la désignation des membres de Madame Infante, il n'y avait pas de représentants du monde de l'audiovisuel. Donc on ne savait pas quoi faire. Et c'est comme ça qu'on fait venir en décembre 92 2 personnes, Jean Suas et Marcel Desvernes, tous 2 disparus, mais Marcel Desvernes, c'était le père des universités de la communication, et on va à Bordeaux pour faire en sorte qu'on ramène à La Réunion l'université de la communication de l'océan Indien. Grande époque où, à la fin des ciné-clubs, on commence à parler d'Internet un peu, à peine, mais c'était la chose importante et qu'il faut garder en mémoire, et ça sera valable aussi peut-être pour cette manifestation, c'est pas tellement les outils que nous avons, parce que, je prends un exemple frappant, je parle plus souvent de l'intelligence artificielle, mais ce serait mieux de dire l'intelligence artificielle génératrice. De ce côté-là, ce n'est qu'un outil. Et la question de l'époque par rapport au NT, c'était de savoir à quoi ça sert. Et nous, dans la manifestation d'aujourd'hui, on va faire un bilan, on va essayer de bien montrer quand c'est un outil, comment on le peut utiliser, et après, le contenu, à quoi ça sert dans notre société d'une manière générale. Cette question est valable encore aujourd'hui.
Voilà un petit peu, je fais un résumé puisque j'ai dû dépasser mes 2 minutes 30 pour la première partie. Donc, vous trouverez dans un document qui détaille un peu tout cela, qui dit que quand est-ce qu'on a fait plusieurs rapports, on a fait une dizaine, hein, parce que ce n'était pas facile. Et on a évolué, c'était plus vraiment parler de l'audiovisuel en tant que tel. Donc, et cette manifestation, certainement, peut-être parce que ça a un lien avec cette mission que l'on a exactement. Je voulais simplement vous dire un petit mot sur le FANZ. FANZ, c'était FNZ, puis FANZ, et peut-être qu'on peut le modifier encore un petit peu. Voilà, c'est la commission 5, et tout à l'heure son président en parlera, sur l'idée qu'il fallait faire un éclairage sur nos images. Que ça, tout ce qui compte aujourd'hui et qui produit des images, et l'image, ce n'est pas seulement le film, il fait en sorte que ça, ils mettent la réunion en l'érise. Alors, donc, vous l'avez bien compris, c'était fait clair, c'est marqué dans vos papiers, hein, fait clair pour en l'érise nos images. Mais ce matin, il me l'a réveillé, il me dit, mais le pouls, il gêne un peu là, hein, mais fait clair, il en l'érise nos images. Donc, il évite de dire pourquoi là, pas un P devant, pour faire F-Pons, mais il peut faire. Le I n'oblige pas de mettre un plat. Parce que quand il dit ni mange, c'est une contraction l'un de l'autre. Voilà. Ou Paul, il mange, etc. Voilà. Là, il fait un peu de graphie en même temps, tout ça. Alors, et nous, on a un thème que ne dit pas souvent, nous l'est obnubilé par le FANZ, c'est nous l'a fait et n'imagine par devant. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a préféré travailler avec Ban Ki-moon que l'envie de travailler avec nous là pour démarrer. C'est-à-dire, nous va faire une sorte de bilan de ce que nous a se passé jusqu'à maintenant, et nous vous souhaite que les autres imaginent avec nous cette manifestation. Plus loin, il me dit par devant, mais à l'époque, nous t'ai dit d'imaginer notre demain. Voilà. Demain, comment nous va faire? C'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut voir les choses. Donc, nous en avons une nouvelle manifestation, on n'y connaît pas comment ça va évoluer, mais on espère que va bien évoluer. Deuxièmement, on veut parler beaucoup pour l'instant de la Réunion, alors que je me rappelle que quand même dans l'UQUA, c'était l'océan Indien dès le départ. Nous, on veut d'abord faire quelque chose ici, si Nigain fait peut-être plus, ce sera mieux. Et le mot image même, il pose un problème, on va finir évoquer 2-3 fois. Et je veux simplement dire qu'en rencontrant il y a quelques jours Karl Kugel, que je te connais déjà Karl au niveau de la photographie, mais je pense que tous ceux qui s'intéressent à la photographie connaissent Karl Kugel. Ben, il dit à moi, écoute Roger, ton truc là, ouais, ben nous aussi, la photographie, on y fait affaire comme ça. Nous avons cette même attention. Ce qui veut dire, est-ce qu'il faut rester bloqué sur l'audiovisuel? Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte des réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne faut pas aussi aborder le problème de l'image de manière plus large? Et même, un jour, on a rencontré un linguiste, il revient à ça, il s'appelle Jean-Pierre Jaffray. Comme on a posé la question si c'était une graphie ou une orthographe, il disait moi non. Lui, il était fini de prendre sa retraite du côté de Nantes. Il disait non, il ne veut plus parler de graphie. Et pourtant, il a fait 50 ans de travaux sur les graphies du monde entier. Maintenant, il n'y a pas une graphie, il n'y a pas d'orthographe, il y a l'écriture. Et l'écriture, ça peut être des paysages, des tableaux, des sculptures. On fait passer un message. Donc, il faudra réfléchir beaucoup plus longuement là-dessus, de ce contour que nous devrions aborder dans cette manifestation-là. Donc, la fin dépasse mon temps, je suppose, de ne pas rappel à moi, mais il est presque ça. Donc, hein? C'est bon, voilà, tout petit, mais c'est simplement que nous voulons dire, mettre dans l'état d'esprit ce que nous veut faire quelque chose qui nous démarre là, et que nous veut faire de manière plus large possible, en mettant de côté l'aspect, moi les meilleurs que l'autre, l'autre est ceci, l'autre cela, il a besoin que tout le monde travaille avec tout le monde. Juste pour information, quand nous avons démarré, Antenne l'UQUA, Antenne Réunion, le Dianou, c'est une affaire qui intéresse Paris parce que ça, c'est une affaire de RFO.
Me la partie là-bas, me l'explique Antoine, le frère de Châteauvieux, qui était le directeur à l'époque. Il est venu dans la deuxième manifestation et son animateur, son directeur de l'époque, est venu ensuite participer ensuite dans la manifestation. Camille Sud aussi l'a venu après. Donc, quand ça va causer, il faut attendre un moment, attendre une réaction pour que le monde comprenne que vous ne faites pas quelque chose pour quelqu'un, vous faites quelque chose pour l'activité, pour le domaine concerné et surtout pour la Réunion et les Réunionnais. Voilà ce que me disait. Nous accueillons maintenant Madame Patricia Profil, vice-présidente du Conseil régional de la Réunion. Bonjour tout le monde de la société, bonjour tout le monde. Madame la secrétaire générale des affaires régionales, Madame la vice-procureure, Monsieur le président du CCE, chers membres du CCE, chers publics, chers amis, chers participants. Donc c'est avec vraiment grand plaisir que je représente la présidente de région aujourd'hui à cette rencontre intitulée « Fait clair pour les risques nos images ». Que ça, il est ça. Le Titi interpelle, il râle même, il suggère, il questionne, et à la fin, il pense que nous va trouver que ça n'est pas dans le tente là, que ça n'est pas dans le BTL là, et si nous sommes capables de tenir fanal là allumé, comment, avec qui, et comment les perspectives que nous pourrons avoir pour demain. S'intéresser au contenu numérique et aux images circulantes sur les écrans au sein de notre société réunionnaise, telle est l'ambition première du CCE pour le lancement de cette manifestation. Petit rappel, comme partout sur la planète, Internet a bousculé, c'est ce que le président a rappelé tout à l'heure, les usages des Réunionnais et des Réunionnaises. Cela s'est produit en plusieurs étapes. Positive avec la libération des ondes audiovisuelles, parfois plus problématique avec ces nouvelles bulles algorithmiques dans lesquelles les consommateurs sont souvent enfermés, privés du libre choix des contenus auxquels ils sont exposés. Car dorénavant, ce sont des logiques de flux, d'instantanéité qui dominent cette nouvelle économie de l'attention, où seul le nombre de clics compte. Les données changent aussi. Les cartes du numérique se redistribuent parfois en dehors des valeurs de connaissance, de culture, de citoyenneté démocratique auxquelles nous sommes attachés. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, le CCE accompagne la région Réunion depuis 1986 dans ses décisions quant au développement des structures technologiques dans l'île. Ces rapports sur l'état de la communication audiovisuelle sont des documents précieux qui montrent les évolutions et soulignent les enjeux actuels. Culture des écrans, préservation des identités locales, crise et transformation de l'accès à l'information, pluralisme, développement des industries culturelles et créatives, intelligence artificielle générative, c'est ce que le président a rappelé tout à l'heure, tant de questions sont à débattre. Et je salue vraiment l'initiative d'aujourd'hui qui permet de les aborder. Ces rencontres s'inscrivent vraiment et pleinement dans les orientations régionales de la région, notamment en ce qui concerne la transformation numérique, la valorisation de la culture, le soutien à la création et à la jeunesse. La stratégie régionale du numérique 2023-2027 s'appuie sur 3 piliers. L'inclusion numérique en accompagnant les publics et les territoires dans le développement de leurs compétences numériques pour garantir l'inclusion de chaque Réunionnais, de chaque Réunionnaise dans cette société numérique. La cybersécurité, c'est très important, et la protection des données qui représentent des enjeux cruciaux en termes de souveraineté et de confiance, nécessitant une approche proactive pour préserver la sécurité et la confidentialité des informations. Enfin, l'innovation responsable enveloppant des domaines tels que l'intelligence artificielle, la gestion des données,
le cloud computing, en français l'informatique en nuage, la sobriété numérique et l'économie circulaire digitale. Notre ambition est claire. Plutôt que de subir passivement les avancées technologiques, nous souhaitons les diriger vers une approche centrée sur l'humain. C'est là notre vision de souveraineté numérique qui consiste à avoir la capacité de guider et de contrôler nos choix en matière technologique, économique et culturelle. Le tout en harmonie avec nos valeurs et notre identité. Dans cette stratégie, les industries de l'image jouent un rôle important. La région soutient activement cette filière depuis plus de 20 ans. Elle représente plus de 1200 emplois directs et indirects et constitue un vecteur d'activité et d'innovation pour notre région. Dernièrement, la création du comité de filière des industries de l'image en 2024 a renforcé la coopération entre les acteurs de ce secteur. Cette instance favorise ainsi le développement de nouvelles synergies et collaborations. La création récemment de la Maison du cinéma et des jeux vidéo incarne cette dynamique. En tant que lieu de production, de formation et de diffusion, elle entend favoriser l'innovation créatrice et la convergence technologique. Mesdames et messieurs, soutenir la filière de l'image à La Réunion, c'est soutenir une économie créative qui raconte notre île autrement. Nos images, nos récits et nos talents doivent être valorisés ici, dans la zone océan Indien et au-delà. Comme pour d'autres secteurs de notre nouvelle économie, nous souhaitons positionner La Réunion comme un territoire d'innovation et de culture dans l'espace Indo-Pacifique en développant des collaborations avec des partenaires tels que Maurice, Madagascar, les Comores, l'Inde, l'Australie et la France. Cette coopération vise à renforcer les liens grâce à l'innovation numérique et à la création individuelle. Il s'agit de trouver des langages communs pour favoriser des culturels, éducatifs et économiques. Dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de la transmission, la collectivité se concentre sur plusieurs actions clés. La culture et le numérique sont considérés comme des leviers d'émancipation et d'inclusion, permettant à la jeunesse réunionnaise d'apprendre, de créer, d'entreprendre et de rêver en s'appuyant sur ses propres références culturelles. Ainsi, nous nous engageons à promouvoir l'éducation à l'image, à former les jeunes en métiers du numérique et de la création et à soutenir la production des contenus éducatifs et culture pays. Que ça veut dire. Dans la réflexion que nous aura aujourd'hui, il faut que nous les capables de prendre tous les bons outils, l'imali comme il faut, faire rentrer dans notre case, c'est-à-dire dans notre culture, sans que notre identité, notre manière de voir la vie, il reste sur bas de porte. Il faut nous trouver un maillage, une manière d'être nous-mêmes en même temps, prendre part à ce bon changement, créer exact nous les, avancer exact nous les, pour permettre à nous d'être compétitifs. Pourquoi pas, pour gagner ce chemin-là, réflexion que sera faite aujourd'hui, il pourra être un bon prémisse, un bon frémissement, va permettre à nous d'être vivants sans disparaître et que l'image n'est pas diluée dans un demain, il ressemble pas à nous. Fait clair pour les risques notre image, le sémantique n'est que positif, n'a rien de négatif là-dedans. Ça veut dire que déjà, le cadre est posé. C'est un cadre que les positifs. Ça veut dire que comment nous va trappe nous l'image, respecte nous l'image dans des nouveaux outils qu'il présente devant nous. Mais je pense que c'est intéressant, que le chemin que nous prenons, ça peut être des perspectives très intéressantes pour ce qui peut arriver demain et aussi mettre des garde-fous, je pense, pour que nous ne savons pas n'importe comment et n'importe où.
Donc, pour terminer, dans la lignée des universités de la communication de l'océan Indien d'il y a quelques années, ce fait clair pour enlairir notre image, comme ils viennent de dire, s'annonce ainsi riche de perspectives et de projets pour notre île. Le rôle de notre collectivité est de les accompagner en se nourrissant, comme ils viennent de dire, de vos réflexions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Patricia Profil, nous accueillons maintenant Nathalie Infante, secrétaire générale pour les affaires régionales de La Réunion. Madame la conseillère régionale, Monsieur le Président du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers acteurs du monde culturel, audiovisuel et numérique, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'ouvrir cette rencontre Fait clair, nous t'enlairis, nous timas, au nom de Monsieur le Préfet, à la fois pour illustrer le lien qui reste important entre le CCE et l'État, et pour s'inscrire dans les réflexions que vous allez conduire et qui sont fondamentales pour notre société sur les mutations qui aujourd'hui bouleversent nos équilibres sur les sujets d'image, d'audiovisuel, de numérique. Il n'y a pas si longtemps, on parlait technologie de l'information et de la communication, société de l'information, Internet. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle plutôt des informations, fake news, réseaux dits sociaux, protection des données, addiction. Les menaces ont remplacé parfois les utopies. Les risques ont pu devenir aussi des réalités, parfois. Et ces mutations, aujourd'hui, bouleversent nos équilibres sociétaux. La surabondance de l'information, ce qu'on appelle l'infobésité, la méfiance croissante vis-à-vis de la science au profit d'opinions individuelles, la confiance vis-à-vis des médias qui est parfois érodée. Une étude de l'ARCOM nous indique que 61% des Français évitent maintenant de s'informer. Et dans ce contexte, l'émergence de l'IA générative marque un tournant en modifiant la manière dont l'information est créée. Pour nos institutions, la question est de savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle participe à ce délitement de la confiance vis-à-vis de l'information. Les attaques informationnelles de la part d'acteurs étrangers malveillants, particulièrement vis-à-vis de territoires ultramarins, sont devenues une réalité. Dans ce contexte, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, coopère donc avec notamment la Direction générale des Outre-mer pour nous accompagner dans la lutte contre les manipulations de l'information en ligne. Et Viginum sera d'ailleurs à La Réunion la semaine prochaine dans le cadre du mois de la cybersécurité pour rencontrer et sensibiliser l'ensemble des institutions. Ce premier diagnostic que je dresse n'est évidemment ni rassurant ni réjouissant. Pour autant, La Réunion dispose d'atouts qui permettent d'envisager aussi sereinement l'avenir. Ces atouts sont de plusieurs natures. D'abord, en matière de connectivité, La Réunion, grâce à l'action des pouvoirs publics et de la concurrence, ne s'en est pas mal tirée avec les câbles sous-marins qui ont remplacé les satellites, la fibre optique et la 4G ont remplacé le réseau cuivre qui sera totalement remisé d'ici 2030. Côté offre, grâce à ces infrastructures performantes, la filière numérique et l'industrie de l'image se sont structurées avec une offre de formation publique et privée diversifiée, avec une production audiovisuelle locale, tant au niveau de l'information que de la création qui reste riche et dynamique. Côté usage, la région, le département, l'État travaillent ensemble pour accompagner au mieux cette transformation sociétale et coordonner une stratégie numérique, notamment dans le cadre de la feuille de route Réunion numérique ensemble, qui porte sur l'inclusion numérique avec 3 axes principaux, un axe infrastructure, équipement,
un axe médiation et formation, et puis un troisième axe sur l'accessibilité numérique des services publics. L'État doit nécessairement également accompagner cet engagement en matière de numérique. Plusieurs points à partager avec vous. Le plan France Haut Débit, qui a permis également d'accompagner le déploiement de la fibre, notamment dans les écarts, et l'aide à la continuité territoriale numérique. La création de postes de conseillers numériques, notamment dans les maisons France Service. L'accompagnement d'entreprises innovantes dans le domaine du numérique via les programmes French Tech et France 2030. L'ouverture du campus Rubica pour la formation sur les jeux vidéo et le cinéma d'animation, accompagné également par France 2030. Alors, ce campus s'inscrit évidemment dans une longue tradition de positionnement sur cette thématique à La Réunion, qui a été rappelée par Madame la conseillère régionale. C'est un vrai pari sur la jeunesse réunionnaise, avec Lillois, avec les studios de dessin animé de Pipangaï. Et c'est une dynamique qui reste aujourd'hui très importante et qu'on doit continuer à accompagner. Et puis l'accompagnement des entreprises et des collectivités pour renforcer la cybersécurité avec l'appui de l'ANSSI ou de Cyber Réunion. Ce qui reste important, c'est évidemment la prise en compte de l'identité et de la culture réunionnaise. Par exemple, pour que les IA reflètent notre diversité et puissent être utilisées pour améliorer les services publics. Ce point demande encore un gros effort. Un rapprochement notamment entre les jeunes entreprises innovantes dans le domaine de l'IA et l'université pourrait partager un corpus de données serait aussi une piste pour que le pôle universitaire d'innovation Valiotech puisse accompagner cette démarche. Enfin, je sais pouvoir compter sur vous tous pour favoriser le débat, le nourrir de références à l'histoire réunionnaise, l'inscrire dans l'identité réunionnaise pour faire clair notre présent, défendre la pluralité des points de vue, la liberté d'information, un combat sur lequel la Réunion a toujours été aux avant-postes. Aujourd'hui, je crois que nous partageons ce même combat qui est au service de la démocratie et de la protection du débat public. Je vous souhaite donc des échanges riches, inspirants, contrastés, transgénérationnels tout au long de cette journée. Avant de vous quitter, je souhaite également m'excuser parce que je vais devoir m'éclipser puisque je suis attendue également dans une autre manifestation dans moins d'une heure en centre-ville. J'ai été ravie d'ouvrir ce débat avec vous et je regarderai avec beaucoup d'attention l'ensemble des conclusions qui pourront émerger de cette journée d'échange et de débat. Merci à vous. Madame Nathalie Infante, secrétaire générale pour les affaires régionales. Ils ont veillé sur le berceau. Ils ont accompagné les choses. Ce sont les membres de la commission audiovisuelle et numérique. Et j'accueille son président, Loïc Manglou, qui voit donc se concrétiser en vraie grandeur ce qui était au départ juste une idée. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que le monde change, et il change vite. Nos écrans, nos métiers, nos façons d'apprendre et de créer, s'informer, tout est en transformation. La commission audiovisuelle et numérique du CCE l'a constaté, l'explosion des plateformes, de l'intelligence artificielle, l'économie de l'attention, autant de révolutions qui redéfinissent la place de la culture, des médias et de la création à La Réunion. Donc c'est face à ces bouleversements qu'est née l'idée de Féclair pour En Lérise nous d'images, offrir un espace de compréhension et de dialogue fidèle à l'esprit de l'UCOI. Donc c'est un lieu où on éclaire ensemble le rapport que La Réunion entretient avec ses écrans, ses contenus et ses imaginaires. Donc FANZ, que vous voyez un petit peu apparemment a changé. Roger est en temps réel, constamment, en train de changer. C'est toujours un plaisir au débuter FNZ, etc. Et il est toujours gaillard d'avoir cette discussion-là. Donc c'est un rendez-vous à la croisée de 3 grandes souverainetés. J'espère que vous avez note parce qu'on a un devoir après. Premièrement, une souveraineté
informationnel. Comment préserver le pluralisme et la fiabilité de l'information à l'ère des GAFAM et de l'IA? Deuxièmement, souveraineté créative. Comment permettre à nos artistes, nos producteurs, nos studios de s'approprier ces nouveaux outils pour créer, diffuser, exister, et ne pas s'enfermer, rester souverains, encore une fois, de leur imagination. Et le dernier, enfin, souveraineté cognitive. Comment continuer à nourrir l'esprit critique, la diversité des imaginaires et à mettre en valeur notre patrimoine dans un monde saturé de contenu. On va apprendre un nouveau mot tout à l'heure. C'est quoi? C'est infobésité. Qui ça connaît ça dans la salle? Lève la main. Personne? BN nous apprend des affaires aujourd'hui. Fait clair notre mot. Donc on finit avec FANZ, s'inscrit donc dans cette continuité, celle de l'UCOI et des colloques inter-CCE, en reliant mémoire, prospective et action publique. Notre ambition n'est pas de craindre le numérique, mais d'écouter ses acteurs, de les comprendre sans technophobie, ça c'est important, d'en faire un levier pour notre culture, notre jeunesse et nos métiers. Donc cet événement, il veut mettre en lumière ceux et celles qui inventent l'avenir aujourd'hui, artistes, chercheurs, on aura journalistes aussi, très bientôt, producteurs, et nourrir la réflexion des institutions pour que les territoires ultramarins aient toute leur place dans les politiques culturelles et numériques nationales et internationales. Je termine parce que, au fond, fait clair pour on les réalise notre image, c'est que c'est pas un simple rond causé en fait. C'est un miroir, c'est un boussole, un miroir de nos usages d'abord, mais aussi une boussole pour imaginer un numérique réunionnais, ouvert, éthique et créatif. On a bientôt terminé, mais avant tout, m'avez aussi fait clair de Moon aujourd'hui, de Moon de l'ombre, notamment les chargés de mission CCE, qui travaillent, toujours dans l'ombre, et notamment une personne qui est en train de dire « Mais qu'est-ce que c'est en train de faire là aujourd'hui ?» Magali Rével, mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez applaudir Magali, que Léa Gaillard de Moon, qu'il travaille, fait travailler nous aussi, tout le temps, fait travailler nous. Et c'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui, grâce à elle que nous avons la qualité des interventions aujourd'hui. Donc c'est grâce à elle, donc fait clair aussi de Moon, que les talentueux, merci à elle. Et si je dois finir avec un petit mot le clair aujourd'hui, fait clair pour on réalise nos images, c'est une manière pour dire à nous, nous sommes galés sous ce main. Les vrais, nous sommes galés. Quand même ça, nous les capables. Nous les fiers, et nous vous fait clair nous d'histoire. Pour imaginer nous toutes ensemble, comme ça, nous aura plus devant, par devant. Merci à toutes, et allons mettre nos images en l'air même. Merci à toutes. Merci Loïc Manglou. Alors, je rappelle qu'il y a une photo des intervenants officiels à faire. Et pendant ce temps-là, on va inviter les membres de la première conférence à bien vouloir nous rejoindre, en l'occurrence Bernard Idelson, Florence Labache, Franck Sellier, Pierrot Dupuis, Laureline Pinjon et Valérie Filin. Ce premier sujet qui s'intitule « Dynamique et tension de la fabrique de l'information » et nos invités vont donc en parler avec nous. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, le journalisme connaît de profondes mutations. Comment concilier rapidité, fiabilité et diversité des points de vue? Quel défi pour l'information, pour la Réunion avec l'océan Indien? 6 invités donc pour parler de cette actualité sur une information qui circule aujourd'hui à une vitesse fulgurante, qui se propage, se partage, se commente parfois avant même d'être vérifiée. Mais comment, dans ce flux continu, rester fiable, diversifié et ancré dans la réalité locale, tout en affrontant l'urgence numérique et la désinformation? Eh bien, pour en parler, nos invités que je vous ai présentés, mais d'abord, l'ouverture de cette discussion avec une intervention liminaire du professeur Bernard Idelson pour évoquer donc ce sujet. Bernard Idelson, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je remercie le CCE de m'avoir convié, et particulièrement Magali Palma, qui est la cheville ouvrière de cette manifestation. Alors cette journée, on vient de le voir, a pour objectif de réfléchir
à l'avenir des filières qui sont marquées par le numérique, les industries de l'image, les industries culturelles créatives, ICC, et les médias. Et cette première table ronde est consacrée aux médias. Et je vous propose, en introduction de cette table ronde, de revenir un petit peu dans le temps et d'effectuer un rapide cadrage contextuel de ces médias. Alors, cette première table ronde est consacrée aux journalistes, à la fabrique de l'information. Je suis enseignant-chercheur. L'exercice est un petit peu difficile pour moi de vous parler du journalisme devant un parterre d'éminents journalistes, mais je vais essayer de m'y employer et d'éviter le jargon technique universitaire qui est parfois le nôtre. Pour les sociologues des médias, la production de l'information, la production du journalisme, c'est avant tout une activité sociale qui, évidemment, réunit les journalistes professionnels, mais également une pluralité d'acteurs qui appartiennent à d'autres sphères économiques, politiques, citoyennes, associatives. Ce journalisme-là est décrit comme une invention permanente. On parlait à l'instant de transformation. Pour les sociologues des médias, le journalisme, c'est plutôt une invention permanente et collective, avec des transformations qui ne sont pas éruptives, mais qui se produisent sur le long terme, selon un processus qu'on essaye ensuite d'analyser. Donc on s'intéresse à ces différents secteurs, à ces différents faisceaux, les journalistes, les politiques, les acteurs économiques, les sources qui alimentent les contenus, et puis bien sûr les publics qui sont aujourd'hui eux-mêmes des producteurs d'informations. Deux parties brèves donc à cette introduction. Un cadrage socio-historique avec quelques images glanées ici et là dans l'histoire des médias réunionnais. Et puis une réflexion donc sur ces transformations qui sont des transformations socio-numériques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées uniquement aux technologies, mais elles sont liées aussi aux phénomènes sociaux et sociétaux. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle, en 1794, avec l'un des premiers titres à La Réunion, publié à La Réunion, qui s'appelle « Le vrai républicain », et qui est suivi par une multitude de titres qui ont pour caractéristique d'être des journaux d'opinion, voire même des journaux de parti. C'est-à-dire que, par exemple, je cite deux grands titres qu'on peut repérer par leur longévité, Le Peuple et La Démocratie. Ce sont des journaux qui sont soit fondés, soit dirigés par des députés de l'époque, Lucien Gasparin pour Le Peuple et Raphaël Babet pour La Démocratie. Donc dès le début, il y a dans la presse réunionnaise une circulation d'idées, du contenu d'opinion, du contenu politique qui est présent, qui est évidemment pas accessible à l'ensemble de la population parce que il y a quand même, les tirages sont faibles et il y a peu de personnes qui lisent ces journaux, mais bon, c'est constitutif de la presse. Je saute les années et j'arrive aux années 60, j'arrive à la période 1960, qui est assez peu connue en matière de publication. Il y a dans ces années-là des revues qui vont émerger. On a consacré un colloque il y a 3 ans à cette thématique à l'Université de La Réunion. Des revues qui sont très diversifiées et qui ont pour point commun de proposer une réflexion sur La Réunion, sur son identité, sur son devenir, sur son statut, sur sa culture. C'est très dynamique, c'est foisonnant. Vous voyez par exemple la revue Sobac Cause, que j'ai repéré parce que aujourd'hui, à Réunion la première, par exemple, il y a une réunion de débat politique. La dernière édition a été diffusée il y a 2-3 jours, je crois, qui réunit donc comme ça des acteurs politiques pour échanger sur des idées. Donc ça date des années 60, ça déjà, cette volonté d'échange et de réflexion. Toujours dans les années 60, d'autres phénomènes interviennent dans ces transformations qui vont amener à l'apparition d'images importantes.
placé évidemment l'apparition de la télévision, fin 1964 à La Réunion, avec des outils techniques, des caméras, des plateaux de télévision, enfin un plateau de télévision, qui est caractérisé par une fermeture. Une fermeture, il s'agit d'une radio et d'une télévision d'État, et l'opposition, les différents courants de pensée politique à La Réunion sont totalement exclus alors de l'audiovisuel réunionnais. Ça va commencer un petit peu à bouger. À partir des années 70, on assiste tout d'abord à des mutations techniques, encore une fois. Hein. La technique, évidemment, est importante. Hein. L'apparition d'une régie couleur en 1978, d'un quart de reportage qui permet de diffuser des images qui vont refléter un peu plus la vie locale, qui jusque-là était complètement minorée. Et puis, grâce à l'initiative, j'en parlais tout à l'heure avec Gora Patel, qui connaît cette histoire beaucoup mieux que moi, évidemment, puisqu'il l'a vécu de l'intérieur, grâce à l'arrivée d'un directeur, Irénée Colonne, le recrutement très timide et très controversé et contesté de jeunes journalistes réunionnais. J'en arrive aux années 90, je vais très vite, avec ces événements qui ont marqué l'histoire sociale de La Réunion, les événements de 1991 qu'on a qualifiés, qu'on a nommés les événements du Chaudron, à tort d'ailleurs, puisqu'ils se sont déroulés dans d'autres quartiers que celui du Chaudron, avec la saisie des émetteurs de Téléfreedom, et puis peu à peu après la consolidation de Radio Freedom, qui est une radio privée lancée par le docteur Camille Sudre, et qui va peu à peu, et ça fonctionne toujours aujourd'hui, imaginer un modèle de fabrique de l'information, c'est le sujet de cette table ronde, qui est basé sur la parole des auditeurs, avec évidemment tous les excès que cela comporte. Mais on voit bien dans le schéma là, qui apparaît que la matrice principale de cette radio, c'est les auditeurs, c'est les sons des auditeurs qui servent ensuite à fabriquer des journaux et à produire de l'information, évidemment de l'information non professionnelle. Alors c'est assez intéressant parce que c'est le modèle du wiki, c'est le modèle d'Internet avant les réseaux sociaux. Cette circulation des images, des contenus dans les médias réunionnais. Je vous parlais d'acteurs politiques tout à l'heure. Phénomène intéressant à La Réunion également, la vie des médias, l'histoire des médias est extrêmement liée et étroitement liée à la vie politique. À la suite des événements de 91, une coalition de partis politiques, de mouvements politiques, va amener Camille Sudre, le directeur de Radio Freedom, à la présidence du Conseil régional et qu'il va assurer avec un triumvirat à la tête de la région, donc secondé par Paul Vergès, le secrétaire général du Parti communiste réunionnais, et Pierre Lagourgue, qui est l'ancien président du Conseil régional. Les années passent, on a toujours ces transformations techniques qui relient de plus en plus, grâce aux câbles sous-marins, qui ne sont pas nouveaux. Les premiers câbles sous-marins ont permis à La Réunion de recevoir des sons radio dès le début du XXe siècle. Mais à partir des années 2000, on a ce câblage mondial qui change un petit peu la donne, c'est-à-dire qui crée un rapport entre le local et le reste du monde un petit peu particulier. Ce rapport, il a été extrêmement bien analysé par un anthropologue de la culture qui s'appelle Appadurai, Arjun Appadurai, qui parle de nouvelle production de la localité. C'est-à-dire que le local va se développer face au global. Appadurai parle de mediascape, c'est-à-dire de paysages médiatiques qui sont liés à d'autres flux qui sont également mondiaux, des flux d'industrie culturelle,
aux côtés des flux monétaires, aux côtés des flux de population et aux côtés des flux de technologie également. Alors, Appadura parle de transactions culturelles mondiales qui reconfigurent nos pratiques et qui reconfigurent donc les médias également. Comment faire pour cerner ces phénomènes-là? Par exemple, comment faire pour connaître les publics de la télévision? Nous avons mené des enquêtes assez récentes à Antenne Réunion et à Réunion la Première, par exemple, qui montrent que, caractéristique de la Réunion, il reste, à l'époque, c'est des chiffres de 2023, il reste 525 000 téléspectateurs, 525 000 habitants de la Réunion qui continuent à consommer de la télévision d'une manière linéaire, c'est-à-dire chez eux et non pas sur un smartphone ou sur une tablette ou sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a cette caractéristique de télévision familiale qui s'érode comme partout dans le monde, mais qui reste bien présente, qui est bien sûr bouleversée par d'autres pratiques qui sont liées aux techniques qu'on vient de voir. Alors ça c'est intéressant, mais c'est difficile à cerner. On peut percevoir quantitativement, les responsables des médias qui sont ici le savent bien, on peut connaître exactement le nombre de vues, le nombre de clics, l'origine des téléspectateurs ou des auditeurs ou des internautes, c'est-à-dire l'endroit, enfin l'origine, l'endroit d'où ils se connectent. Mais si on veut comprendre véritablement les pratiques, je cite une collègue qui s'appelle Eliane Wolf, qui a beaucoup travaillé sur la réception des médias, il va falloir chercher à comprendre les médias à travers les yeux qui les regardent. Et ça nécessite des enquêtes approfondies, ça nécessite une réflexion plus fine, des entretiens, et puis surtout d'essayer de voir s'il n'y a pas des biais dans ces enquêtes qui faussent les résultats. Et avec l'équipe de chercheurs à laquelle j'appartiens, nous travaillons sur ces questions-là à l'université. Alors, changement donc, changement lié aux techniques. Dans l'espace public médiatique, à La Réunion comme ailleurs, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont s'emparer des médias, de nouveaux médias, pour pouvoir, par exemple, là vous avez le cas qui apparaît sur la slide d'une polémique, d'une controverse entre des acteurs politiques et des journalistes. Eh bien, ces acteurs politiques vont s'emparer des réseaux sociaux numériques, ici c'est Facebook, pour pouvoir générer du contenu, pour pouvoir rentrer en débat, rentrer en controverse. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Ce phénomène-là, on le qualifie de convergence médiatique. Le terme vient de Henry Jenkins, qui est un chercheur de la culture. Et cette convergence médiatique, évidemment, caractérise aujourd'hui la plupart de nos pratiques, avec tous ces excès, mais aussi tous ces espoirs qu'on a évoqués à l'instant. Voilà, tout ceci, c'était pour vous donner, faire un rapide panorama d'un angle d'approche, d'analyse de ces images et de ces contenus journalistiques ou non journalistiques qui constituent notre quotidien et auquel on accède tous les matins dès qu'on se branche sur notre smartphone. Tout ceci donc fait l'objet de travaux. Là, vous avez l'exemple d'une thèse assez récente d'Élodie Laurette, qui est une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication, qui a pendant 3 ans analysé d'une manière très très fine ces transformations permanentes des médias réunionnais. Alors, qu'est-ce qu'elle, par exemple, c'est une de ses conclusions, qu'est-ce qu'elle en tire comme conclusion? C'est que, autre caractéristique particulière des médias à La Réunion, c'est qu'ils constituent ce qu'elle appelle un micro-capitalisme local, c'est-à-dire qu'à la différence d'autres régions de l'Hexagone, les médias à La Réunion sont plutôt des toutes petites entreprises ou des petites entreprises, ils ne sont pas issus de grands groupes, même s'ils sont évidemment confrontés, on en parlait tout à l'heure, à la domination des GAFAM et à l'emprise économique de ces grosses sociétés. Alors, pour conclure, j'en reviendrai très rapidement aux objectifs de cette journée, tels qu'ils sont décrits dans l'argumentaire qui a été préparé par le CCE.
Nous sommes là dans une démarche d'information, d'éducation populaire, de concertation. Il s'agit, je reprends encore les termes de l'argumentaire, de co-construire collectivement des perspectives face à ces problématiques de contenu, de consommation, d'industrie culturelle, avec des valeurs partagées qui sont celles, de mon point de vue, qui animent le CCE et qui animaient également les précédentes UQOA qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont donc des valeurs de pluralisme, des valeurs de respect des identités locales, des valeurs d'inclusion sociale par rapport aux technologies numériques et bien entendu des valeurs qui sont liées à la protection des individus et de leurs données. Voilà, je vous remercie, le débat est maintenant ouvert. Merci Bernard Idelson pour ce cadrage. Vous avez posé les fondations, une mutation continue où coexistent anciens modèles et nouveaux acteurs. Nous allons maintenant entendre celles et ceux qui font vivre cette fabrique de l'information au quotidien. Et dans cette première séquence consacrée à la mutation du paysage médiatique, je poserai la première question à Florence Labache. Florence Labache, vous dirigez Territoire Média, qui est né donc cette année, d'une volonté de réinventer un lien de confiance entre journalistes et lecteurs. Est-il encore possible, à La Réunion, de faire vivre un média local indépendant avec un modèle économique durable? Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci. D'abord, je tiens à remercier le CCE pour cette invitation. Merci à Roger, à Loïc et à Magali et toute l'équipe du CCE de permettre aux journalistes de pouvoir se retrouver autour d'une table ronde comme celle-ci. On ne le dit pas souvent parce que nous, d'habitude, c'est nous qui posons les questions. Donc aujourd'hui, on se retrouve à être questionnés. Donc c'est un exercice inédit pour moi. Donc je tiens aussi à saluer mes consoeurs et confrères qui sont autour de la table parce que c'est important de le dire, le journalisme aujourd'hui est dans une situation effectivement compliquée, dans une période de grande défiance. Et moi, je tiens à rappeler l'importance du journalisme, des journalistes. On a la chance à La Réunion d'avoir plusieurs médias, d'avoir des journalistes engagés sur le terrain, Réunion Première, Info 974, Parallèle Sud, et d'autres médias. Donc, je défends depuis toujours cette idée de pluralisme. Et pour moi, c'est extrêmement important de rappeler la chance qu'on a sur le territoire. Le journalisme est le reflet de la santé démocratique de notre territoire. Et il est important aujourd'hui d'en avoir plusieurs. Cette idée du pluralisme... aujourd'hui, elle est un peu en danger. L'année dernière, on a vu ce qui s'est passé avec les médias de presse écrite. Et Territoire Média s'inscrit dans cette volonté de défendre effectivement d'autres façons de raconter La Réunion. Donc nous, on arrive aujourd'hui, la thématique est autour du numérique. On est un peu à contre-courant de tout ça, puisqu'aujourd'hui, on vient avec un média papier, un média hybride, à la fois digital et print. Donc il faut qu'on arrive, nous, à trouver notre place. On est un tout nouveau média puisqu'on est arrivé en janvier 2025. Donc on n'a pas encore un an d'existence. Territoire Média, c'est une petite équipe. On est 4. On est des anciens journalistes et anciens directeurs du quotidien. Donc on a une expérience professionnelle et on arrive aujourd'hui avec une idée de construire effectivement dans l'espace médiatique avec une façon de raconter un peu La Réunion dans un temps qui est à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le numérique, on parle d'articles courts, d'aller vite, d'instantanéité. On est sous la pression du flux permanent. On a parlé tout à l'heure de ce flux d'informations qui nous arrive tous les jours. Et ben nous, en fait, on va garder le terme d'infobésité. Je trouve qu'il est particulièrement adéquat. Alors je le connaissais pas, donc moi non plus, j'ai découvert aujourd'hui. Voilà. Infobésité. Et c'est vrai que finalement, on s'est dit face à tout ça, comment nous, est-ce qu'aujourd'hui on peut proposer de l'information aux Réunionnais, aux Réunionnaises. Et finalement, on s'est dit, on va prendre le temps de construire un projet où effectivement on fait du fond. On fait des articles longs, donc on est vraiment à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui. On vient en complémentarité de ce qui se fait sur le territoire, de ce qui existe. Donc on a des médias qui le font très bien aujourd'hui, qui donnent l'information en temps réel. Et nous, on arrive avec ce petit temps de recul où en fait on se dit, on met un instant sur pause. Comment est-ce qu'on raconte l'actualité aujourd'hui? Comment est-ce qu'on transmet l'information aujourd'hui? Donc on arrive avec cette idée de prendre un petit peu plus le temps, d'aller sur le terrain. Donc on mise à la fois sur une qualité éditoriale,
mais aussi sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la proximité. Donc aujourd'hui, on défend cette idée d'être sur le terrain, d'être au plus près des gens et d'être proche des gens. Alors, je vais prendre, je dirais pas presque l'image inverse, mais juste à côté de vous, il y a donc Franck Sellier. Franck Sellier, vous avez cofondé Parallèle Sud en 2021, média libre et participatif sur le net. Bernard Idelson évoquait tout à l'heure la recomposition du local. Est-ce aussi ce que vous constatez dans la manière dont les citoyens s'approprient aujourd'hui l'information ? Bon, merci déjà à tout le monde d'être là, de nous écouter et aux gens qui ont organisé ce débat. Les citoyens, on les rencontre et à Parallèle Sud de manière un peu différente des autres médias parce qu'on est dans une histoire très particulière. En vrai, on est dans un combat quand même. Et les gens parlaient du temps de Lucquois, en fait, on s'en rendait peut-être pas compte, mais c'était le moment où on était tranquille, peinard, quoi. Là, depuis quelques années, les choses vont de plus en plus mal. Florence a raconté comment la presse est en crise. Beaucoup de journalistes se sont retrouvés au chômage ces derniers temps. Et la liberté d'expression même a pu en souffrir parce que dans ces moments de tension, on se rend compte d'où viennent les pressions. Les pressions, elles viennent du milieu politique, du milieu commercial, elles viennent de partout. Et quand je dis que Parallèle Sud, c'est un combat, c'est que c'est le seul média associatif de l'outre-mer qui est agréé par la direction du ministère suite à l'agrément de la CPPAP. Donc on est le seul média associatif. Et associatif, c'est parce qu'on est particulier. Parallèle, c'est le chemin de traverse. C'est une histoire de quelques fous qui ont voulu créer quelque chose qui ne serait pas géré par les actionnaires, qui ne serait pas géré par la fonction publique. J'y pense, aux gens de Réunion la Première. Aujourd'hui, ça va bien. Peut-être que dans 6 mois, quand le ministre de la Culture sera Florent Philippot, ça ira beaucoup moins bien pour eux. J'y pense. Je connais plein de fonctionnaires qui se posent des questions sur la façon dont est en train d'évoluer notre démocratie. Donc on est clairement dans ce contexte-là où l'information, ça devient un combat et les gens n'y croient plus. À Parallèle Sud, pour réussir à vivre, donc on est associatif, on est parti avec 0 € en poche, avec simplement l'idée d'y croire. Beaucoup n'y croyaient pas trop, de se dire, justement, le ministère nous disait, vous avez un modèle économique qui rime à rien. L'autre seul modèle économique, c'était d'y croire, et c'est de croire en le message. Et ce message-là est donc passé par du journalisme. On essaie de faire, comme l'a expliqué Florence, quelque chose comme nos amis de territoire, des articles de fond, des articles de proximité. On essaie de ne pas aller vers le buzz. Et heureusement, on est moins sur l'actualité. Heureusement, les autres médias s'en occupent très bien de l'actualité. On essaye de faire autre chose. Et on essaye aussi de comprendre notre public. Par obligation, il a fallu qu'on fasse de l'éducation aux médias. Je dis par obligation, c'est vite devenu une passion. Éducation aux médias, c'est dommage que Madame Infante soit partie, parce que c'est quelque chose de primordial. Il faut passer dans les classes, 6e, 5e, terminale, pour voir les jeunes comment ils s'informent. C'est là qu'on se rend compte rapidement la dictature de l'algorithme, la défiance totale envers les médias. Je crois que j'ai entendu 61% des Français préfèrent le plus informer. Quand on demande à une classe « Est-ce que vous faites confiance aux médias ?», il n'y en a pas un qui lève la main, quoi. Donc on a un travail énorme à faire parce que nous, notre truc, c'est justement de défendre l'histoire, de dire si les journalistes, ils sont là pour vérifier les infos. Et sur les réseaux sociaux, vous avez des infos qui vous arrivent, elles vous plaisent bien, mais elles ne sont jamais vérifiées. Donc rétablir cette confiance, c'est un combat et on est mal barré pour le gagner parce que Madame Profil parlait de l'algorithme. L'algorithme, c'est une dictature qui fait que une parole qui essaye de raisonner, une parole qui essaye d'apaiser, elle n'est pas entendue. C'est beaucoup plus facile de balancer une insulte qui, elle, sera répétée partout. Gérer le bad buzz. Voilà, nous on fait pas de bad buzz, donc on restera sans doute un média qui aura pas une audience énorme, mais voilà, on bataille pour réussir à faire ça. Et l'idée donc c'était que ce média soit géré par des journalistes. C'était en fait, moi j'ai passé pratiquement toute ma vie au quotidien de La Réunion, ma vie professionnelle, qui est pourtant un média qui est l'un des plus propres qu'on puisse connaître. Il y a des vrais débats de rédaction le matin. Les journalistes ne sont pas pieds et mains liés, au contraire, et encore aujourd'hui. Mais n'empêche que j'ai senti venir la petite pression qui venait à l'époque de La Réunion dans le temps.
Et je me suis dit, allons batailler, quoi. Pas capable les morts sans essayer. Si on n'essaye pas de créer quelque chose qui puisse avoir la possibilité chaque matin, enfin nous c'est plutôt chaque vendredi matin, de se dire quel sujet on fait et on n'a pas peur de faire des sujets qui pourraient déplaire, c'est déjà pas mal. Alors c'est ça cette aventure. Et donc la question c'était de voir comment on réussit à s'en sortir. Oui, comment absolument. on réussit à avoir... Donc il faut aller dans les écoles. Quel accès au public, effectivement, comment on touche le public, et deuxièmement, comment on s'en sort financièrement. Oui, voilà. Faire passer le message dans les écoles. Je déplore que l'État ait réduit le pass culture à la portion congrue, parce qu'il fallait que des associations comme Fake Off aillent faire de l'éducation aux médias dans les écoles. Maintenant, ça n'existe pratiquement plus. Et les profs ne sont pas armés pour expliquer, pour pouvoir répondre aux enfants, leur dire comment tu t'informes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as vu. Il y a des échanges très intéressants qui se font. Les profs, ils n'ont même pas le droit de tenir les discours qu'on tenait là-bas. Donc c'est quelque chose qui a disparu des écoles et je pense que ça va manquer. Et puis, financièrement, c'est un combat. On a fait de l'éducation aux médias, on a sollicité les aides publiques à la diversité de la presse. Espérons qu'elles perdurent plus tard. Et puis, ensuite, il y a le lectorat. Alors, le lectorat, il faut lui réapprendre à acheter. Je crois que Territoire, il faut payer pour l'avoir. Le quotidien, il faut payer pour l'avoir. Mais c'est pour ça que les gens ne payent plus. Ils ont des infos gratuites. Et là, donc, on est dans ce combat-là. Nous, on a voulu faire comme Reporters en France, dire on va vivre uniquement sur les dons. Le monde du don, il est limité, il représente à peine 5% de nos recettes. On a quand même réussi à créer 6 emplois de journalistes. Il n'y a pas beaucoup de médias qui ont réussi à créer des emplois de journalistes sur ces 4 dernières années. Alors on n'est pas bien payé, on a décidé de se payer tous pareil, on est un petit peu barjot dans notre histoire. Mais maintenant, on essaye de revenir un petit peu comme le Tangle l'a fait aussi courageusement dès le départ. Il doit avoir une audience un peu payante minuscule, mais on va viser aussi des audiences payantes minuscules. Donc on a mis en place l'abonnement depuis quelques jours, en se disant que les 5% de dons qui sont un peu la part du citoyen pour qu'on ait une information indépendante, ils passent à 20% l'année prochaine, en espérant que les dons montent, que les abonnements puissent fonctionner. Donc voilà un peu l'histoire. Merci beaucoup, Franck. Alors, Pierrot Dupuis, journaliste depuis 40 ans, fondateur de Zinfo, premier pure player de l'île de la Réunion et premier pure player de France. Vous avez traversé toutes les époques, sans vous traiter de... voilà. Presse papier, révolution numérique. Comment est-ce que... quel est le regard que vous portez sur cette transition ? Rupture ou continuité ? Adaptation. Alors, ça fait 45 ans même. J'ai participé à l'équipe qui avait créé le quotidien à l'époque. 1976, donc. 76-77, voilà. Sorti en 77. Notre métier est un métier qui doit se remettre en cause tous les jours. Il y a de nouvelles techniques qui sortent, il y a des nouvelles modes, etc. Et donc, si on veut perdurer, si on veut exister dans le temps, il faut qu'on s'adapte en permanence aux souhaits de nos lecteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une question de qualité. À Zinfo, nous avons fait le choix. Alors, Franck disait qu'on n'est pas nombreux à créer des postes. Nous, à Zinfo, on en crée tous les ans. Je viens d'embaucher, là, sur les 6 derniers mois, j'ai embauché 4 journalistes. Nous avons fait le choix de journalistes de qualité. Et contrairement à ce que racontent certains, il y a eu une polémique dans la presse il y a eu quelques semaines. Il y a des journalistes de qualité à La Réunion et il y a des journalistes de qualité disponibles sur le marché. Simplement, ils sont chers. Et notamment, ce sont les anciens du quotidien, du GIR, qui sont au chômage et qui, il faut le dire, notamment au GIR, ils avaient des salaires qui étaient intéressants. Et si on fait le choix de la qualité, il faut aussi faire le choix des salaires corrects. Il faut faire le choix de respecter la convention collective des journalistes. C'est-à-dire que c'est une des conventions les mieux protégées de France, 13e mois, etc., etc. Enfin bon, mais c'est normal. Moi, ça ne me choque pas. Mais ça nous permet d'avoir des journalistes qui font leur boulot correctement, qui vérifient leurs informations. Et je pense que ça se sent et que ça va se sentir de plus en plus. Donc, adaptation, par exemple, nous avons créé, là, il y a quelques semaines, un poste de rédacteur en chef, rédactrice en chef en l'espèce d'un pôle vidéo. Parce qu'on s'aperçoit que sur les sites d'information en ligne, il y a de plus en plus une appétence pour les vidéos. Et qui dit vidéo,
dit formation des journalistes, dit adaptation également derrière de la chaîne commerciale, parce que ça veut dire que ce sont de nouveaux produits qu'il va falloir commercialiser. Je me sens un peu mal à l'aise ici parce que, alors peut-être avec Valérie, qui n'a pas non plus les mêmes problèmes de financement, vu que ce sont des financements publics, mais Zinfo va bien. Zinfo va bien, y compris financièrement. Et j'ai bien conscience que nous sommes, avec Freedom aussi peut-être dans le domaine de la radio, une exception dans le paysage audiovisuel. Alors c'est souvent l'avantage d'avoir été le premier. Zinfo était le premier site, ce qu'on appelle pure player, hein, c'est-à-dire qui ne dépend d'aucun groupe, qui est indépendant. J'ai découvert effectivement que nous étions les premiers en France. Il se trouve que quand j'ai voulu adhérer au SPIL, qui est le syndicat des patrons de presse en ligne, le président de l'époque était Maurice Boitbol, et que j'avais connu au quotidien, voilà exactement, qui était secrétaire de rédaction au quotidien, là où je l'ai connu. Et quand je lui ai voulu lui raconter ce que nous faisions, il me dit « Mais non, mais on te suit, tout le monde te suit, parce que tu es le premier, on regarde ton modèle économique, on regarde ce que tu fais. » Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on avait, comme M. Jourdain, fait de la prose sans le savoir. Je suis aussi fier que nous soyons dans les 100 premiers sites d'information les plus lus de France. Donc il y a une presse de qualité à La Réunion, il y a des journalistes de qualité, et je crois qu'on peut en être fier. Nous étions un des rares territoires jusqu'à il y a peu à avoir 2 quotidiens. C'est pas banal. Et je vous annonce, alors c'est pas un produit de Zinfo, mais j'en serai directeur de publication, mais ça n'a rien à voir avec Zinfo. La sortie la semaine prochaine d'un nouveau hebdomadaire qui va s'appeler Weekend. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas peur. On dit que la presse écrite est morte. Je pense qu'il y a encore de la place pour des niches. Ça ne durera peut-être pas 50 ans, mais je pense que ça répond à un besoin. Il n'y a plus de journal le week-end, et donc on va essayer de combler ce vide. On va passer sur une deuxième séquence de réflexion, non plus cette fois-ci sur le paysage, mais sur les tensions du métier, l'urgence, la polyvalence, la vérification, autant de choses qui interviennent dans votre métier et qui nécessitent des arbitrages qui peuvent parfois être contradictoires. Et c'est à vous, Laurine Pinjon, que je vais poser cette question. Vous travaillez justement sur la transformation du métier et la figure de journaliste multiqualifié. Ce cumul de fonctions, filmer, écrire, monter, publier, finalement, richesse pour l'autonomie ou menace pour la qualité ? Bonjour. Du coup, j'ai entre guillemets un double discours parce que j'ai été jeune journaliste, mais aujourd'hui, je suis surtout doctorante en sociologie du journalisme. Donc, je fais une thèse sous la direction de Bernard Idelson sur la représentation des Outre-mer dans la presse nationale. Et l'objet de la question, c'est plus quelque chose dont je répondrai du point de vue professionnel. En tant que jeune journaliste, moi, j'ai été diplômée en 2019, je dirais. C'est quelque chose qui nous a été enseigné dès l'école, en fait. Il n'y avait plus de spécialisation en presse écrite, en télé ou en radio ou en numérique. On devait tout savoir faire parce que la réalité du terrain, c'est que même dans une rédaction d'un quotidien papier local, on est envoyé seul sur le terrain avec un smartphone qui fait office de tout. On peut même prendre ses notes dessus. Il faut aussi prendre des vidéos, il faut aussi prendre du son, il faut aussi penser à faire un tweet. Bon, à l'époque où il y avait encore Twitter, mais penser à faire des stories Instagram aussi. En fait, au final, c'est des métiers qui s'accumulent, celui de journaliste rédacteur, mais aussi celui de vidéaste, celui de podcasteur, celui de community manager, tout ça sur une seule et même personne, mais on a le même temps et encore plus parce que maintenant la formation elle n'est pas publiée le lendemain, elle doit être publiée au plus tôt et encore plus quand il y a des territoires où il y a une concurrence entre les différents titres et cette concurrence d'ailleurs elle est forcément enrichissante pour les journalistes et pour l'information, mais c'est une course encore plus effrénée envers le temps et qui notamment ne permet pas de prendre un tout petit laps de temps de recul pour réfléchir à l'information et comment on la traite. Et ça ne devient pas un paradoxe absolu à jongler justement entre ces deux exercices-là. Mais comme la question, je voulais la prolonger à Valérie Fila, du coup je veux vous l'enlever et la reprendre. Valérie Fila, vous êtes donc directrice régionale de Réunion la Première, et dans un environnement aussi saturé d'informations,
Comment est-ce que le service public parvient à maintenir sa crédibilité et son rôle de repère? Bonjour à toutes, monsieur, madame la société, bonjour mon ben confrère, consoeur ici. Merci, le CCE, pour l'organisation de cette manifestation. Et moi aussi, m'y rejoindre il passe un petit salut bien appuyé, les remerciements à Magali Revel qu'elle organise tout ça. Elle a couru un petit peu derrière moi, elle avait la patience. Merci Magali. Comment préserver sa crédibilité? Alors je voudrais remercier monsieur Idelson pour la présentation qui a été faite et saluer quelqu'un qui est dans la salle ici, monsieur Gora Patel, qui a fait partie des directeurs régionaux de Réunion la Première. Dans la présentation de monsieur Idelson, on a vu l'image qu'a eu au fil des ans, au fil des époques, RFO, que la gagne toute qualité le nom après, Pouni et Réunion la Première aujourd'hui. Radio, télé, l'État. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, il y a bon peu de monde qui pense que nous, c'est ça. RFO, c'est la parole officielle, c'est la voix à l'État. Alors qu'au contraire, si nous les dépendons, c'est dépendant du public, puisque nous les services publics. Nous de l'employeur, c'est le public, c'est le ban réunionnais. Donc nous avons un gros travail pour faire parce que de monde s'il est exigeant, s'il a de la défiance vis-à-vis de la presse, il y en a encore plus à l'égard du service public parce que Zoti connaît, Zoti surveille les réseaux sociaux, Zoti voit les commentaires que Néna quand il s'agit de l'information traitée par le service public. Ça nous de l'argent, ça. Ça les fait avec nous de l'argent. Donc nous n'avons un devoir d'exemplarité. Et quand nous l'est aussi sur, évidemment, cette stratégie numérique, si nous l'est dans une course à l'info, c'est une course à l'info vérifiée. Donc quand il dit Réunion la Première, la nuit, l'arrive en dernier, ou la publie en dernier, la push en dernier, on veut dire non, nous la prend le temps vérifié. Et comme mon ben collègue l'a dit ici, c'est le temps parfois un peu long sur certains dossiers pour faire ce travail d'analyse. L'exemple Sobatcos, c'était bien gaillard aussi. Parce qu'effectivement, il y en a 2 jours de ça, ben nous l'a fait. Notre Sobatcos, régulièrement, on invite des confrères. Pierrot, il était là dans nos locaux, n'a pas trop longtemps, pour débattre d'un fait d'actualité, parce que la parole publique, le débat public, donc pas dit c'est nous ben la montreur, c'est nous y apprendre à toutes, mais autres, il fait partie du débat avec nous, ça les dans notre l'ADN, il est important pour nous. Et c'est comme ça que nous fait ce travail de fond pour préserver notre crédibilité et dire que le service public, que ce soit à France Télévisions et que ce soit donc dans les Outre-mer et à Réunion la Première, c'est l'un des médias qui peut encore aujourd'hui mener des enquêtes. Je vais citer Cache Investigation sur le plan national, d'autres enquêtes que nous faisons ici, parce que ça fait partie de notre devoir. Voilà. Alors merci Valérie Filin d'avoir cité cet exemple, parce que la dernière question est une question conjointe à Pierrot et à vous. Service public et médias indépendants, finalement, concurrents ou complémentaires dans la production d'une information de qualité? Moi, je dirais complémentaires. Complémentaires. Et puis d'abord, pourquoi toujours parler de concurrence? Alors oui, il y a des mesures d'audience. Qui comptent quand même terriblement sur le positionnement de la publicité et donc sur les ressources. Donc par rapport à une question économique. Par rapport à une question économique, mais qui est une réalité. Qui est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et où la pose pas mal de questions, mon ben confrère, là sur en gros les tensions, le contexte économique, et nous inscrit à nous évidemment en totale solidarité avec nos ben confrères que la vivent et qui vivent encore des moments difficiles. Zot, c'est des citoyens éveillés, éclairés, mais ils pensent que Zot toutes a vu une petite publication de plus d'100 de pages qui appelle un rapport de la Cour des comptes et qui dit pas mal de choses sur le service public. Donc c'est notre réalité aussi. Devoir faire, être toujours au rendez-vous pour nos publics dans un contexte économique
particulièrement exigeant. Et c'est parce que ce contexte économique est exigeant qu'on se doit d'être exemplaire, pour revenir sur la question que tu posais tout à l'heure. Complémentarité. Pierrot, avec son même équipe, il fait un travail. Ses autres lignes éditoriales, que nous respecte. Moi, je serais menteur s'il me dit que forcément, ne garde pas toute cette... il fait ailleurs, que ce soit sur Info, que ce soit sur Parallèle Sud, Maladie à Florence Labache, tout le bien que je pense d'un magazine comme Territoire. Chacun n'a son timing, n'a son temps, n'a sa ligne éditoriale. Il faut nous les ensemble sur un territoire, dans ce paysage audiovisuel réunionnais, nous déroulons notre partition en complémentarité. Après, il veut, Néna, pour seul repère la concurrence, donc les mesures d'audience et donc les conséquences économiques. Moi, Néna, d'autres repères, d'autres objectifs, le sens de notre mission, et que ça nous fait pour éveiller les consciences, que ça nous fait pour notre public, encore une fois, réunionnais. Ouais, juste peut-être rappeler le rôle de Médiamétrie qui est par essence, là j'assume, et c'est moi qui le dis, l'instrument de mesure biaisé par excellence. Médiamétrie, sa finalité, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre de la pub. L'efficacité d'une information, l'efficacité d'un média, c'est pas ça. Mais quand on utilise un thermomètre tordu pour mesurer la température, on n'arrive pas forcément, effectivement, à ce que l'on souhaite mesurer. Mais c'est comme ça. Puisqu'on parle de médiamétrie, de ce thermomètre, médiamétrie, il mesure l'audience sur le linéaire, donc sur la radio et la télévision. Et nous vivons à une époque aujourd'hui où le public l'est majoritairement sur le non-linéaire, sur le web et les réseaux sociaux. Alors, si nous regardons, et bien admire la façon dont Pierrot l'a dit, la fierté que l'INENA pour son même collaborateur, mais ça crée mon fierté aussi pour mon collaborateur Réunion la Première, parce que si Médiamétrie, il dit à nous que nous les deuxièmes écrasés par notre concurrent Antenne Réunion, nous sommes sur des audiences sur le non-linéaire, on parle de 200-300 000 personnes par jour. Si on part sur les audiences non linéaires, nous les leaders. Donc moi maintenant envie de dire bravo aux équipes de Réunion la Première, aux équipes du numérique notamment. Anne est là aujourd'hui, Anne Bonneau est là avec nous et elle vous parlera dans l'atelier 3 du travail qu'elle fait et qu'ils font avec l'équipe du numérique. Je salue le travail qui est fait par Elias Akoun, délégué numérique, qui n'est pas là aujourd'hui, il aurait dû être là, mais signe trop vite son congé. Et nous sommes leaders avec plus d'1 million de visiteurs chaque jour sur Facebook, avec 1 million de visites aussi sur des réseaux comme Instagram, avec une vraie dynamique et avec énormément de vues sur le web tous les jours. Donc midi ou Orbi, comme Réunion la Première, les leaders sur le numérique. Voilà. Pierrot Dupuis. Alors, je ne comparerai pas les chiffres parce que je ne les ai pas en mémoire pour infos. Donc, moi, je voudrais dire qu'on n'est pas concurrent. On n'est pas concurrent parce que je tiens d'abord à féliciter Valérie pour le boulot qu'ils font. Réunion la Première fait un boulot extraordinaire. Et ils font un travail journalistique de qualité, il faut le dire. Et j'ai aucune difficulté à le dire. Et voilà, et je profite qu'elle soit là pour qu'elle en soit témoin. Je voudrais raconter quelque chose aussi d'important. Alors, on n'est pas concurrent parce que moi, le matin, je ne me réveille pas en me demandant ce que font les autres. Ce qui est important pour moi, c'est ce que nous allons faire. Alors, il y a ma vision à moi de chef d'entreprise, et puis il y a la vision des journalistes. Alors, je tiens à dire, parce que c'est important, Franck l'a évoqué un peu tout à l'heure, Azinfo, je ne sais pas ce que vont faire mes journalistes. J'ai 2 rédacteurs en chef, plus une qui est en charge de la vidéo. Ils sont totalement libres, totalement indépendants. Je ne sais pas sur quel dossier ils travaillent. Si je le sais, c'est parce qu'ils viennent me voir pour échanger avec moi, parce que j'ai mes propres contacts, et que je peux les aider dans leur travail.
Mais j'ai embauché un nouveau journaliste avant-hier. Mon rédacteur en chef lui a dit, pour le rassurer, ça fait 1 an que je suis à Zinfo, Pierrot ne m'a jamais demandé de modifier ou d'enlever un article. Et ça, je pense que c'est important en termes de liberté de la presse. Et c'est même essentiel. J'embauche des gens de qualité, je leur fais confiance. C'est ça la base. Alors, donc moi, je ne me considère pas comme concurrent parce que quand je me lève le matin, je ne me demande pas ce que va faire Réunion Première. Par contre, les journalistes, et les journalistes de Réunion Première nous espionnent, comme nous on les espionne toute la journée, on est sur les sites, on va regarder quand il y a un push qui arrive. Mais je fais remarquer également qu'à la différence de certains de nos confrères, quand il nous arrive à nous aux infos de reprendre une information qui vient d'un autre site, nous les citons. Et nous n'avons pas honte de le faire. Chose qui n'est pas une pratique très courante à La Réunion, et je pense quand même qu'il y aurait peut-être un travail à faire. Dans les réflexions que je me suis faites en écoutant mes confrères, il y a un regret que j'ai. Je trouve fantastique qu'on se rencontre ici ce matin, qu'on puisse échanger. Mais il n'y a pas de club de la presse à La Réunion. Il n'y a plus. Et il n'y a aucun endroit où on puisse se rencontrer entre journalistes, entre rédacteurs en chef, entre patrons de presse, pour pouvoir échanger de nos problématiques et d'être plus forts quand nous allons nous battre contre, alors pas contre, mais pour obtenir des choses auprès des collectivités. Donc je pense que c'est peut-être l'occasion là et que cette petite graine va germer, mais qu'il est nécessaire pour nous de nous retrouver. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais ça n'empêche pas qu'on puisse débattre et qu'on puisse échanger et discuter. Voilà. Et puis, je finirai là-dessus. Il y a un rôle de la presse que l'on n'évoque pas assez. Alors c'est vrai que ça fait un peu polémique, mais c'est pas le sujet. En tant que journaliste et ancien journaliste d'investigation, on est au courant de beaucoup de choses, de beaucoup de scandales, de beaucoup de corruption. Et la difficulté d'un journaliste, c'est pas d'être au courant parce qu'on est comme les renseignements généraux et on sait beaucoup de choses, mais c'est de prouver. C'est de prouver. Et j'étais, moi, alors, je n'étais pas d'accord sur tout ce qu'écrivait Jacques Tillier, mais le GIR avait au moins cet avantage de sortir quelques informations, quelques scandales de temps en temps, et qui ont souvent abouti au tribunal, qui ont conduit des élus au tribunal. Et j'étais, moi, désespéré de voir la disparition du GIR et que ce côté positif du GIR disparaisse. Et c'est pour ça que j'ai fait l'effort financier important, parce qu'il est cher, mais j'ai fait l'effort d'embaucher un Éric Lenné, qui pour moi est le meilleur journaliste d'investigation à La Réunion. Et je sais qu'il travaille sur pas mal de dossiers actuellement. Et voilà, la presse a aussi un rôle de dénonciateur, de lanceur d'alerte, pour dénoncer des dérives que peuvent avoir certains élus parfois qui se croient à l'abri. On peut tous permettre. Eh bien non, de temps en temps, on est là pour leur envoyer une petite piqûre de rappel. Voilà. Alors, on va maintenant parler perspective, confiance, innovation et intelligence artificielle, parce que ça doit forcément s'inviter à un moment dans ce débat. Et alors, je vais vous demander, parce qu'on a géré le temps aussi, c'est passionnant, mais il faut quand même gérer le temps, il y a 3 débats aujourd'hui. Donc, en une phrase, chacun d'entre vous, on va commencer au bout par Laureline Pinjon et on va redescendre, et on va laisser Bernard être le dernier à donner son avis. En une phrase, comment est-ce que vous imaginez la presse réunionnaise dans 10 ans ? Je ne vais pas y arriver en une phrase, mais je crois que tout à l'heure, on a parlé de technophobie. Il ne faut pas craindre absolument toute la technologie, plutôt s'en servir de vecteur d'innovation pour la presse et pour toutes les missions que la presse doit porter, encore plus aujourd'hui avec l'actualité politique. Dans 10 ans, on ne peut pas connaître, hein. Mais j'espère qu'il y aura toujours Zinfo, Réunion la Première, qui aura évidemment encore changé de nom. Territoire et le Sud. Parce que c'est la diversité qui fait l'importance. Je rebondis sur ce que vient de dire de Pierrot Dupuis sur l'indépendance. L'indépendance, c'est une cible, un but. Dans la réalité, personne n'est indépendant et libre. On vise à ça en permanence. Et donc c'est bien qu'il y ait peut-être le GIR qui était complètement pas indépendant, vu qu'il avait une ligne. Et c'est bien qu'il y avait en face le quotidien, et c'est bien qu'il y ait Imaz, et c'est bien qu'il y ait tout un tas de médias, et qu'il y ait encore un petit témoignage .re qui existe sur Internet. Qui revient sous format papier, logiquement, dans un mois. Voilà. Et on aura un week-end comme à Maurice. Donc le truc, c'est qu'on soit nombreux.
C'est ça qui... et ça sera au lecteur ensuite de choisir où elle est l'indépendance en les ayant tous lus. La minute est terminée, Franck Sellier. Ah non, attends, je voulais parler de l'intelligence artificielle. Parce que... Alors, j'y reviendrai. Nous, comme on n'a pas... Ah, d'accord. J'y reviendrai. Non, là, c'était juste l'avenir de la presse et je reviens après là-dessus. Florence. Dominique, ça va être très difficile de dire ça très très vite. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Comment j'imagine la presse dans 10 ans? Je pense qu'on doit miser sur le collectif, c'est vraiment très important. Il faut qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, effectivement, nous, on avance, on fonce, on crée un nouveau média, on est hyper dynamique, enfin, je trouve. Mais tout seul, on dessine une ligne, ensemble, on dessine un territoire. Pour moi, c'est très, très important de miser sur le collectif. Ça, c'est la première des batailles qu'on doit mener. La deuxième, c'est celle contre les algorithmes. Avec les algorithmes. Donc on doit pouvoir composer, lutter contre les GAFAM qui récupèrent effectivement tous les revenus publicitaires, qui captent les audiences. Il faut que La Réunion arrive à raconter son propre récit par elle-même. La Réunion doit aujourd'hui être capable, par ses médias, pouvoir effectivement montrer toutes les réalités qui existent sur le territoire. Donc pour moi, ça c'est très important. Et Franck évoquait tout à l'heure quelque chose, vous voyez, je parle super vite pour pouvoir arriver au bout de mon idée, c'est que effectivement l'éducation aux médias, comment on fabrique l'information, aller au plus près. Et c'est pas que l'affaire des journalistes, c'est l'affaire des institutions, de l'école, c'est l'affaire des associations. On doit pouvoir effectivement expliquer lutter contre la désinformation, expliquer comment on fabrique l'information, raconter effectivement les angles éditoriaux et effectivement c'est pas apprendre à aimer la presse, l'éducation aux médias, c'est apprendre à aimer la vérité, même quand elle nous dérange. Donc c'est ça, en fait. Effectivement, on a un rôle crucial au sein de la société et les médias sont là pour effectivement refléter toutes ces réalités réunionnaises. Alors, merci Valérie. Toujours la même question, hein, 10 ans. On va éviter de tomber dans la dystopie, même si ce qu'on voit n'est pas toujours de nature à nous rassurer. Quand j'entends que certains vont... C'est un hebdo que tu vas ressortir, Pierrot. Donc des hebdos qui vont naître. Des journaux qui avaient disparu et qui vont renaître. Ben, là, pas mort. Donc, on a l'espoir. Moi, c'est à demander si ça passe sur un petit magazine de Réunion la première aussi. On a une idée d'un éventuel directeur de publication. Non... Je vois la presse vivante, toujours debout. Je pense qu'il y aura autant de journalistes qu'il y a de sélectionneurs de l'équipe de France. Et pour moi, 66 millions maintenant. Voilà, tu as compris. Et effectivement, on aura vraiment un rôle à jouer, encore plus qu'hier, encore plus qu'aujourd'hui. Mais j'espère que cette presse, elle sera vraiment conscientisée. Voilà. Pierrot. Alors, je vais peut-être être le pessimiste de la bande. Mais je suis très, très, très inquiet pour l'avenir de la presse dans les 10-15 ans qui viennent. Nous assistons à un monopole des réseaux sociaux et qui montent en puissance et qui se sont mis en tête de tuer la presse. Bientôt, vous aurez, vous lirez les journaux sur Facebook, vous lirez les journaux, mais des journaux que eux auront fabriqués à partir de ce qu'ils ont piqué chez nous et sans nous payer pour les droits d'auteur. Ça sera de plus en plus difficile. Je vous prends les journaux en par un. La presse écrite. On sait très bien qu'on vit les derniers instants de la presse écrite. Hein. Il y a encore pour 5 ans, 10 ans, mais ça va être de plus en plus difficile. C'était Jacques Tillier qui disait, il me faisait rire quand il disait ça, à chaque fois que je croise un corbillard, je me dis tiens, c'est un de mes lecteurs qui s'en va. Mais c'est vrai. C'est vrai. Prenons la radio. La radio, tout le monde a l'impression que ça marche très bien. Mais il y a l'arrivée bientôt des radios numériques. Et les radios que nous connaissons aujourd'hui seront bientôt en concurrence avec des milliers de radios et vont être noyées dans le flot. Donc, qui nous garantit que demain, elles seront encore suffisamment importantes, qu'elles auront un nombre d'éditeurs suffisant pour intéresser les annonceurs? La télévision.
Alors, Valérie, je suis désolé, mais il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé. Les gens sont sur Netflix et ils n'allument. Oui, j'espère pour toi, sincèrement. Mais bon, je veux dire, l'avenir n'est pas radieux. Le numérique, je vous l'ai dit, notre crainte, c'est que les réseaux sociaux, les Facebook et autres, qui nous remplacent en fait. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que nous serons encore là dans 10-15 ans? Sincèrement. Est-ce que nous n'aurons pas été remplacés par Facebook ou autre? Et donc, la seule solution, c'est que l'Europe nous protège et instaure des droits, ce qu'on appelle les droits voisins. Alors, ils ont commencé, mais il faut vous dire que les sommes qu'ils partagent sont ridiculement faibles par rapport à ce qui nous pique. Mais c'est la seule solution. Il faut que l'Europe nous protège et contrôle ces réseaux sociaux de façon à les empêcher de nous bouffer. Voilà. Bernard Idelson. Zoom arrière. Merci. Oui, c'est vrai qu'il y a des raisons d'être pessimiste avec la concurrence des GAFAM dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, je vais conclure par une note d'optimisme. Laureline parlait de technophobie, je vais parler de technophilie, c'est-à-dire de croyance en la nouvelle technologie, aux nouvelles technologies. Je ne crois pas trop que, par exemple, les IA vont remplacer les journalistes. Je crois au contraire que il y a de l'espoir, et je vais à mon tour, comme tout le monde l'a fait durant cette table ronde, prêcher pour ma paroisse. Lorsque je vois les étudiants d'Infocom sortir de l'université à La Réunion avec des masters en sciences de l'information et de la communication, lorsque je les vois intégrer les médias, la plupart des médias qui sont ici, les représentants des médias qui sont ici ont embauché ou embauchent nos étudiants, je suis assez optimiste parce que ils n'ont pas une formation peut-être journalistique très technique, très professionnelle, traditionnelle, comme celle qui a toujours existé dans les écoles de journalisme, mais ils ont une formation en sciences humaines et sociales, ils ont une ouverture sur le monde, ils ont des capacités d'analyse, et je pense, en tout cas j'ose espérer, qu'ils seront capables d'en faire quelque chose dès maintenant. Alors, je vais présenter toutes mes excuses au public. Quand on gère une table ronde de cet ordre-là, malheureusement, la variable d'ajustement, c'est vous. C'est-à-dire que si on veut pouvoir écouter les interventions qui sont toutes très riches de nos... Eh bien, en fait, je régule. Et je crois que sur cette première table ronde, il n'y aura pas d'intervention du public, malheureusement. Mais il y a 2 autres tables rondes sur lesquelles vous allez vous rattraper. En fait, si, je vais être totalement populiste. Vous avez le choix entre vous intervenez maintenant et on ne parle pas de l'IA, ou vous n'intervenez pas maintenant, mais on a leur avis sur l'IA. Mais maintenant, vous votez en toute liberté. Bon, merci de votre consort. Donc, on va parler de l'IA. Oui, je pratique la démocratie comme on la pratique ces derniers temps en France. Excusez-moi d'être dans l'air du temps. Donc, on va revenir sur l'IA, parce que quand même, c'est une révolution, quels que soient les métiers. Franck voulait intervenir, Florence Labache également. Qu'est-ce que cela change dans vos pratiques, et notamment par rapport au service public également? Alors, on a 6 minutes. Bon, effectivement, donc nous, il n'y a pas de technophobie chez nous non plus. On essaie de composer de regarder ce qui se passe aussi autour de nous. Donc, pour moi, le journaliste aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait nous chez Territoire, c'est-à-dire qu'effectivement, on se renseigne, on travaille avec des outils IA, mais qui ne remplacent pas notre travail de journaliste. Et en fait, les outils, l'IA aujourd'hui, la façon dont nous on la voit, c'est effectivement qu'elle n'enlève pas la responsabilité éditoriale du journaliste. Donc aujourd'hui, on n'a pas peur de l'IA, au contraire. Donc on intègre ces outils, on fait comme d'autres rédactions sur le plan national, c'est-à-dire qu'on est en création d'une charte éthique par rapport à l'utilisation de l'IA. C'est très important, effectivement. Et puis, dans le Territoire, dans le magazine, on est un format hybride, donc on a un format papier et un format digital. Ce qu'on fait, nous, pour effectivement veiller à crédibiliser nos contenus, c'est que nos dossiers, tous nos supports, nos articles, nos interviews sont effectivement sont mises en fait sur la proximité et sur l'humain. Donc, en fait, l'IA ne pourra pas nous enlever ça.
Donc c'est quelque chose de très important. On compose avec, donc on ne peut pas exclure l'IA, mais par contre, on mise effectivement, vous verrez dans chaque dossier, il y a des témoignages. Ces témoignages, ils ne sont pas inventés, ils sont réels, ils sont sur le terrain. Donc l'engagement sur le terrain, la proximité, en fait, crédibilise l'information et effectivement, on compose aussi avec l'IA. Et juste, je termine, Dominique. Pour nous, c'est très important, effectivement, par exemple, nos causes créoles, dans le magazine, dans nos interviews, l'IA ne peut pas nous enlever ça. C'est ça, en fait, aussi. C'est ça qui est important. Alors, je vous ferai une démonstration là-dessus, parce que maintenant, il se permet de proposer des contributions bilingues. Donc, et en créole réunionnais, il commence à savoir écrire. Voilà, il commence à savoir écrire. Mais par contre, effectivement, l'IA va aller très vite. C'est pas ce que je dis, mais je dis qu'en fait, on a cette force, on a la réalité du terrain, on a la réalité de la vie réunionnaise. Et c'est nous, en fait, les humains, on a cette réalité-là. Donc ça, l'IA, je veux dire, voilà, il ne faut pas en avoir peur. Franck Sellier. Merci Florence, tu as exactement dit ce qu'il faut, quoi. C'est l'humain. Et le journaliste, ça doit être l'humain. Nous, à Parallèle Sud, on était le premier journal, comme on n'avait pas d'argent, à embaucher Chronia. On l'appelait Chronia. Je crois qu'il y a même quelqu'un qui s'amuse à faire une thèse sur Chronia. C'était de la chronique de l'IA. Donc on l'a fait bosser. Et on a accompagné ces 3 dernières années. On a arrêté au bout d'un moment parce que le dernier truc que j'ai fait sur elle, c'est que je l'ai virée. Parce que vraiment, c'était pas cool ce qu'elle nous faisait, c'était pas bien. Mais disons que, évidemment, qu'on connaît ce que c'est que l'IA, et on a bien vu quelles étaient ses limites. Et nous, on préfère embaucher Olivier Secaldi, qui est photographe, qui va sur le terrain, qui voit des trucs avec même un œil artistique. Enfin, c'est ça qui va faire la différence. Mais après, rêvez pas, parce que je suis aussi, je peux porter la parole du syndicat national des journalistes. Et ce syndicat national des journalistes, qui était très représenté au quotidien, qui est toujours très représenté au quotidien, c'est exactement la différence entre un journaliste et un patron de presse. Quand le quotidien a été en difficulté, il y a eu 2 repreneurs. Parmi les repreneurs, il y en a un qui s'appelle Alfred Champagne, qui a reçu les gens du SNJ. Et alors, peut-être par défiance, parce qu'un syndicaliste, c'est jamais très cool, ça va défendre la convention collective, le 13e mois et compagnie. Mais il leur a clairement dit, vous savez, moi, mon plan, il est simple. On vous remplace par l'IA, je fais venir une petite bande de jeunes pas très bien payés de métropole, et ça va le faire comme ça. Je pense que c'est cet entretien qui a fait que ça n'est pas lui qui a eu la récupération du marché du quotidien. Mais attention, l'IA, elle est là, elle est présente, et si le public n'est pas très exigeant sur la qualité journalistique, la qualité humaine dont parle Florence Labache, des contenus qui lui sont proposés, eh ben, en effet, elle peut prendre la place. Il y a déjà des chaînes d'IA qui existent. Tu as des journaux télévisés en IA total, quoi. Donc, faites gaffe, quoi. Faut pas se voiler la face, elle est là. Oui, non, c'est très clair. Mais bon, hors sujet, on parlera de ce qu'elle est capable de créer comme hallucination. Laureline Pinjon, s'il vous plaît. Je crois que pour faire le lien, ce qui est important aussi, c'est peut-être les publics qu'il ne faut pas oublier. Tout à l'heure, on parlait d'éducation aux médias. L'enjeu de l'IA et du journalisme, elle est peut-être dans ce pan-là, en fait. Il faut renouveler encore plus les efforts pour éduquer les publics à l'éducation aux médias de manière générale et à l'utilisation de l'intelligence artificielle et à savoir la reconnaître. Je crois que d'ailleurs, les nouvelles générations sont peut-être certainement plus éduquées que nous tous ici présents pour déjà savoir reconnaître et la maîtriser et savoir ses limites, et d'autant plus dans la presse. Donc je crois que si on renforce justement l'éducation aux médias, d'office, on va inciter les gens à avoir un esprit critique et donc du coup de fait aussi sur l'intelligence artificielle. Valérie Fila. Oui, je rejoins mes confrères. L'IA est là et avance à une vitesse affolante. Donc c'est sûr qu'il faut savoir maîtriser l'outil, sinon on sera dépassé. Sinon on sera largué. Donc nous, c'est pas quelque chose que nos bonnes journalistes utilisent au quotidien. Et pourquoi? Et je vais me tourner vers Franck Sellier. Parce que nous avons des partenaires sociaux, des syndicats qui sont très vigilants là-dessus. Donc il s'agit de rédiger, de faire évoluer les accords, la convention collective, et de rester vraiment très vigilants sur la façon dont nous utiliserons l'intelligence artificielle dans nos productions. Mais on ne pourra pas s'en passer. On ne pourra pas faire sans. Maintenant, il s'agit de voir ensemble dans quel périmètre, de quelle manière on l'utilise et comment est-ce qu'on l'intègre, parce que ça fait partie effectivement de l'hyper-réalisme dont nous devons faire preuve. Mais l'IA n'a point l'authenticité.
l'IA n'a point d'authenticité. Même s'il est vrai que les causes créoles est capable de faire toute qualité d'affaires, même si son créole est... Un peu macotte. Pour l'instant, encore un peu macotte. Très inspiré du créole antillais. Mais il arrive vite. Mais quand on nous laisse sur un terrain de proximité, voire d'hyper-proximité, d'authenticité, mais ne crois pas, l'IA a fait une rubrique que ça l'a fait comme Hermine Lasson. C'est ça. Alors, l'IA, il faut voir de quelle IA on parle. Là, pour le moment, on parle de celle qui existe aujourd'hui. Et je vous rappelle que l'IA n'a que 2 ans d'existence. J'ai assisté à une conférence professionnelle de la presse à Paris il y a 2 ans. Et il disait, non, il y a 1 an. Et il disait, mais l'année dernière, on ne parlait pas d'IA. Et cette année, on ne parle que de l'IA. C'est pour dire la vitesse à laquelle ça va. Et comme dit Valérie, elle évolue excessivement vite. L'IA que nous connaissons aujourd'hui n'aura rien à voir avec celle qu'il y aura dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, nous ne pouvons que parler de celle que nous connaissons. Mais nous ne faisons aucune illusion, l'IA va être de plus en plus présente. Et ceux qui n'utiliseront pas l'IA vont mourir. Aussi simplement, hein, je veux dire, faut pas, c'est comme l'arrivée de l'imprimerie, ceux qui continuaient à écrire à la main, le jour où Gutenberg est arrivé, ben, les autres ont disparu. Hein, donc, nous allons être condamnés à utiliser l'IA. Maintenant, savoir quoi en faire. Oui, le métier, enfin, l'essence même du métier de journalisme, c'est l'humain. C'est ça, et ça, l'IA ne pourra jamais le faire. Enfin, en tous les cas, pas celle qu'on peut nous imaginer aujourd'hui. À Saint-Fond, nous utilisons l'IA. Moi, j'utilise l'IA. Et j'utilise l'IA comment? Ben, je suis désolé, mais j'ai plus 20 ans. J'ai plus la mémoire que j'avais à 20 ans. Ben, l'IA m'aide bien, hein, je peux vous dire. Hein, quand je me pose une question pour savoir à quelle date a été créé le GIR, ben, il y avait Google. Maintenant, ben, l'IA, elle vous répond, mais en faisant un paragraphe, en vous expliquant tout. C'est 1000 fois plus intéressant. L'IA doit être une aide aux journalistes. Moi, quand j'ai réuni mes journalistes, au tout début, hein, j'ai entendu ça à la radio sur France Info, tout de suite j'ai réuni mes journalistes, j'ai dit attention, là il y a un truc qui arrive, il faut qu'on regarde. Mais quand je les ai réunis, j'ai dit mais attention, l'objectif n'est pas de vous remplacer. Au contraire, on n'arrête pas de se développer, on a plus de 15 journalistes aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de vous aider à travailler mieux, à travailler plus vite et plus facilement. Et ça, ils l'ont bien compris. Donc, oui, on utilise l'IA, mais c'est pour aller glaner des informations plus facilement, de façon à nous aider, nous, à mieux rédiger. Voilà. Mais je ne vous garantis pas que c'est ce qu'il y aura dans 3 ou 4 ans. Par contre, il y a un danger. Et là, c'est dommage que la représentante de l'État ne soit pas là. J'ai lu récemment que l'État, le ministère de la Culture, avait accordé des subventions aux premières entreprises de presse qui n'ont pas de journalistes, qui ne travaillent qu'avec de l'IA. Ouais. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un vrai danger. Et il faudrait que la presse, les organes de presse se réveillent et fassent pression, parce que c'est la mort de la presse. Parce qu'il n'y a rien de plus facile. Et moi, je peux en faire 50 journaux dans 50 domaines spécialisés, où je demande à l'IA de me faire des articles. Et si tout le monde les lit, ben, je vais avoir des clics, je vais avoir de la pub et je serai très riche. Mais c'est pas ça le métier de journaliste. Donc, il faut que l'État soit très vigilant là-dessus et qu'on n'accorde pas de subventions à des entreprises sans journalistes. Il ne peut pas y avoir de journaux sans journalistes. Bernard Idelson. Oui, il faudrait 1 heure. Mais, non, tu as 1 minute. Oui. Alors, non, oui, je rejoins l'idée de Pierrot, qu'on ne peut pas faire de prospective. On ne sait pas à quoi ressemblera ces nouvelles technologies dans 2 ans, 10 ans, 15 ans. Ce qu'on peut... Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même toujours eu un discours techniciste, c'est-à-dire qui attribuait aux techniques des vertus qu'elles n'avaient peut-être pas, un discours catastrophiste. Lorsque la radio est née, au début du XXe siècle, les journalistes de presse écrite étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Quand la télévision est arrivée massivement en France en 1960, les enseignants étaient horrifiés et disaient que les enfants n'apprendraient plus et que les élèves allaient devenir des ignorants. Quand Internet est arrivé, etc., il y a eu un certain nombre de discours, d'imaginaires sur la technique. L'IA existe depuis plus de 2 ans, elle existe en fait depuis 30 ans. Il y a eu l'opération marketing de l'OpenAI il y a 2 ans,
qui a créé des discours. Et l'IA s'est invitée à toutes les thématiques, tous les séminaires, tous les colloques à l'université comme thème de réflexion. Donc voilà, je crois qu'il faut là aborder ces questions-là d'une manière un petit peu plus apaisée, avec du recul, avec cette idée qui semble quand même partagée par tous ici, cette idée majeure, c'est que l'IA fonctionne par complétion, c'est-à-dire qu'elle agrège des contenus, elle ne réfléchit pas. Donc une information qui n'est pas vérifiée, une connaissance scientifique qui n'est pas attestée par des références académiques ou autres dûment référencées, ça pose problème, effectivement. Donc, merci à nos intervenants pour ces échanges qui ont été passionnés, riches et sincères. 3 mots pour conclure: continuité, mutation et confiance. On le sait, la fabrique de l'information reste donc un espace de tension, mais aussi d'invention, qui appartient autant aux journalistes, et ça, je crois qu'il faut le conserver, qu'aux citoyens. Donc, la vigilance, elle est pour nous tous.